Cet agrégateur ne peut exister justement sans les outils comme celui de Visorando et les outils tels que ces outils de collecte de données ne peuvent exister sans les données et sans les utilisateurs. Justement, on va maintenant, avec nos invités, s'attarder sur ces derniers. Comment ça se passe pour eux? Comment est-ce qu'ils collectent des données? Comment ils participent à cette intelligence collective, à cette base de données collective? Sont-ils vraiment connectés? Ont-ils vraiment tous les outils à leur disposition? Et comment fédération et marque s'organisent-elles face à cette digitalisation de la pratique pour pouvoir en tirer pleinement parti? Alors, m'ont rejoint sur le plateau Noémie Legovic, mais également Séverine Ikaoui et Guillaume Schwab. On va échanger justement sur cette thématique de l'utilisateur et de la digitalisation de sa pratique. On va démarrer tout de suite avec vous, Noémie Legovic. Vous êtes responsable marketing Belgique et France de Suunto. Suunto, une marque finlandaise créée en 1936 qui produisait initialement des boussoles d'orientation, dès des années 60 des ordinateurs de plongée qui est aujourd'hui leader mondial sur cette thématique, et puis dès les années 90 les premières montres GPS, puis les premières montres connectées, petits ordinateurs et bijoux de technologie qui nous permettent de ne plus nous perdre, de nous mesurer. Quelle est votre approche aujourd'hui par rapport à cette digitalisation des pratiques et à ce que les pratiquants peuvent nous apprendre de leurs pratiques? Oui, enchantée. Donc effectivement, aujourd'hui, tout utilisateur Suunto qui possède une montre autorise en fait, je peux choisir finalement l'utilisation de ces données. Le principe est plutôt simple finalement. Lorsqu'on part faire une activité, on peut lancer sa montre qui va enregistrer différentes données. Donc en général, ce qui est enregistré et suivi, c'est toutes les données liées à l'activité. Donc ça va être par exemple les données GPS, de tracking GPS, mais aussi la fréquence cardiaque, l'altitude par exemple, la vitesse également, sur des activités de running en particulier. Et donc ces données sont enregistrées par la montre et elles sont ensuite en fait directement importées dans l'application Suunto. Aujourd'hui, nous on a fait le choix de l'application parce que on s'est en fait concentré sur les tendances actuelles où on est vraiment de plus en plus tourné vers des solutions mobile friendly comme on dit. Donc voilà, Suunto a fait vraiment le choix de l'application. Et aujourd'hui, comment on va collaborer avec le pôle justement pour ce projet? En fait, on va mettre en place un lien qu'on appelle un lien API. Donc c'est un lien en fait entre deux plateformes. Donc nous, les données qui passent de la montre à l'application Suunto vont sur un cloud Suunto, donc une plateforme, et on met en place un lien avec la plateforme du coup du pôle nature pour justement pouvoir partager ces informations, sous réserve bien sûr que l'utilisateur ait accepté de partager ces infos, bien entendu. Je crois que vous êtes venu avec quelques éléments à support pour étayer un petit peu la présentation de Suunto et la collecte des données qui vont s'afficher incessamment sous peu. Aujourd'hui, moi j'avais, en attendant que ça arrive, une question. L'utilisation de ces données, donc on est en train de voir qu'on va imaginer un outil pour piloter les territoires, le développement des pratiques. Mais aujourd'hui, est-ce que déjà Suunto, dès les premières montres connectées, a fait de la remontée de données pour analyser la manière dont les pratiquants utilisent leurs produits et améliorer leurs produits, mieux répondre à leurs attentes? Oui, tout à fait. Donc effectivement, aujourd'hui, que ça soit Suunto ou d'autres marques, on travaille sur ces données depuis une quinzaine d'années déjà. Donc on récupère des données qui sont liées aux activités, comme je vous le disais, donc ce qui va être par exemple tout ce qui est tracé GPS. On collecte aussi les données qui sont liées à l'utilisateur, donc par exemple son âge, son poids, sa fréquence cardiaque.
ce qui peut nous permettre de mettre en place des modèles après, j'y reviendrai. Et on connecte aussi des données qui sont liées bien entendu au produit pour justement pouvoir ensuite développer une offre qui correspond à ce que l'utilisateur va rechercher. Donc plus particulièrement dans le cas de Suunto par exemple, on va analyser quels produits sont utilisés, quelles sont les montres les plus utilisées sur le marché français, mais aussi quelles sont les fonctionnalités au sein de chaque montre qui sont les plus utilisées. Également, on va pouvoir voir quelle version des logiciels a été activée. Donc voilà, c'est vraiment des données très précises par rapport au produit en lui-même, enfin par rapport aux montres en elles-mêmes. Et leur utilisation, bien entendu. Aujourd'hui, le meilleur aboutissement, je dirais, de l'utilisation de ces données, c'est nos cartes de chaleur. On a effectivement aussi des cartes de chaleur, tout comme Visorando, même si, donc on peut les voir à l'écran. Donc ça, c'est vraiment le meilleur aboutissement qu'on ait fait de l'utilisation des données aujourd'hui et des données GPS en particulier. En fait, ces cartes de chaleur, donc ce sont des cartes de fréquentation. Donc finalement, sur mon application, donc là, ce que vous pouvez voir, ce sont des screenshots de l'application Suunto. Donc je vais pouvoir voir aussi bien les itinéraires les plus empruntés pour 15 activités différentes. Donc par exemple, sur la première image à gauche, vous voyez un zoom sur Lyon des itinéraires les plus empruntés sur l'activité de course à pied. Donc on voit bien que le parc de la Tête d'Or, qui est finalement la plus highlightée, est l'itinéraire le plus emprunté. Ensuite, sur la deuxième image, donc on peut avoir des fonds de cartes qui soient vraiment différents pour voir un fond de carte plus classique ou un fond de carte avec du relief comme sur la troisième image. Donc ma deuxième image, excusez-moi, c'est les activités vélo autour de Lyon. Donc encore une fois, les itinéraires les plus highlightés sont ceux qui sont les plus fréquentés. Sur la troisième image, donc là j'ai choisi par exemple de voir les activités course à pied autour d'Annecy. Et sur cette image, on verra en plus, en fait, si vous voulez, en fait là c'est des suggestions aussi, tous les points sont les suggestions d'itinéraires de départ, basées en fait sur les tracés de la communauté Suunto, des utilisateurs Suunto. D'où ils partent et où est-ce qu'ils arrivent. Ce qui m'amène à la dernière image où en fait je vais pouvoir aussi finalement voir des suggestions d'itinéraires faits par la communauté. Donc voilà, on travaille vraiment sur toute cette notion de tracking GPS pour suggérer des itinéraires populaires, pour aider et faciliter finalement la pratique sportive de nos utilisateurs. Donc voilà, ça c'est vraiment l'exemple le plus abouti. Et ensuite, en termes aussi d'utilisation des données, ce qu'on avait commencé à faire, c'est aussi tout ce qui est forcément analyse comportementale et analyse physiologique. Donc par exemple là vous voyez, c'est un graphe donc qui illustre en fait les activités, le nombre d'activités recensées sur différents sports. Et donc on voit bien par exemple, c'est une étude qu'on avait fait pendant le confinement. On voit bien sur la période du confinement de mars à avril que les activités vélo, donc c'est la ligne en orange, est complètement en berne, j'ai envie de dire. Et par contre que dès la fin du confinement, c'est des activités qui reprennent vraiment à un niveau très très fort. On pourrait aussi en analysant par exemple les utilisateurs qui font un temps de moins de 3 heures sur des marathons, établir des modèles en fait pour l'entraînement et la réalisation d'objectifs en particulier. Donc voilà, il y a toute aussi cette partie-là vraiment d'analyse comportementale. Merci beaucoup Noémie. On reviendra dans les échanges sur la manière dont Suunto
collecte des données et permet d'agréger plus de données. On l'a vu avec vous, hein, on peut aller jusqu'à l'analyse du type de pratique et même le type d'entraînement ou le type de sortie qu'on peut faire grâce à ce qu'on a au poignet. On va se tourner maintenant vers les fédérations avec Séverine Ikaoui, qui est directrice itinéraire marketing commercialisation à la Fédération française de la randonnée pédestre. Aujourd'hui, la Fédération française de la randonnée pédestre, c'est 180 000 km de sentiers balisés en France métropolitaine et en Outre-mer. Votre rôle, c'est l'aménagement, le balisage et la valorisation de ces itinéraires. Vous avez historiquement édité de nombreux topos, hein, avec plus de 230 ouvrages. Et puis, dès 2008-2009, vous vous rendez compte qu'il y a un ralentissement des ventes, qu'il y a une montée en puissance d'un nouvel acteur qu'on appelle Internet. En 2010, vous prenez drastiquement le virage du numérique avec le développement de systèmes d'information géolocalisés et en vous appuyant un petit peu sur une toile de sentinelles, de bénévoles qui alimentent votre base de données. Vous me disiez, ok, c'est important de prendre ce virage-là, mais ça prend du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vend plus de 120 000 topos par an, on n'en est pas encore à autant de topos téléchargés sur Internet. Expliquez-nous un petit peu, vous, comment vous voyez justement l'utilisation du numérique par vos randonneurs en particulier, et comment finalement les aider à plus utiliser pour produire plus de données, qu'on puisse nous plus analyser ces données-là. Bonjour d'abord. Alors oui, le numérique, on l'a abordé à la fédération, on va dire par étapes, et des étapes qui correspondent à nos métiers. Donc effectivement, notre métier d'aménageur, voilà, on s'est mis à faire du SIG numérique. Les bénévoles, les quelques 8000 bénévoles qui sont sur les sentiers aujourd'hui, voilà, ont commencé à faire des relevés GPS et mettre tout ça dans des bases de données. Ensuite, l'étape suivante, ça a été de passer au numérique notre métier d'éditeur, c'est-à-dire effectivement comment proposer les itinéraires aux pratiquants. Alors bizarrement, avec le numérique, on continue à faire du papier. À partir de nos bases de données numériques, effectivement, on continue à faire des topoguides, mais on propose aussi maintenant des outils numériques, alors à travers un site internet qui s'appelle mongr.fr et un outil qui s'appelle le GR Access et qui est en fait une forme d'abonnement qui permet aux randonneurs donc de s'abonner à l'accès à la donnée itinéraire à la fois dans sa partie géographique et dans sa partie éditoriale. Donc là, nous sommes vraiment sur une démarche, mais qui est la démarche de la fédération depuis 1947, depuis qu'elle existe, qui est une démarche d'offrir des propositions d'itinéraires, des propositions de pratiques aux randonneurs, parce que ces bénévoles qui constituent la fédération connaissent parfaitement leur territoire, sont randonneurs eux-mêmes, et donc quelque part ils choisissent ce qu'ils estiment être le meilleur, le plus beau, le plus sportif, pour le proposer aux pratiquants. Et le virage suivant, c'est celui qui fait que voilà qu'on est dans ce projet aujourd'hui, c'est comment ces outils numériques vont nous permettre le retour, c'est-à-dire vont nous permettre d'écouter et de comprendre la pratique des randonneurs. Alors, comme aménageur, c'est quand même intéressant de savoir si effectivement nos itinéraires, ceux qu'on a créés, ceux qu'on a conçus, sont fréquentés. Quand, comment, on a vu que on allait avoir de nombreuses informations là-dessus. Maintenant, on parle beaucoup de participatif, de collaboratif. Ces randonneurs, visiblement aussi, ils se créent leurs propres itinéraires. C'est extrêmement important pour nous de le savoir, de savoir où, de voir si ça doit avoir un impact sur nos propres offres et nos propres aménagements. Ça va aussi nous dire là où il faut aussi savoir mieux valoriser. Certains itinéraires sont, entre guillemets, parfois très encombrés. On l'a vu cet été, alors que d'autres, tout aussi beaux, sont
peu connu, donc peu fréquenté. Donc en termes de politique de valorisation, c'est aussi important d'avoir ce retour. Et puis, et là je rejoins Noémie, on a besoin, le projet a besoin de données, a besoin de traces. On le voit depuis ce matin. Christophe Martinez, dans sa présentation, a montré que les randonneurs, alors même les randonneurs de la fédération sont quand même connectés. Et donc, il nous semble important aussi pour nos fédérations de donner du sens à ce projet, de leur demander effectivement, ils enregistrent leurs traces, ils les proposent aux copains pour qu'ils puissent en profiter, ben, ils peuvent aussi les proposer sur un projet comme celui-là. Et quelque part, c'est un cercle vertueux. En nous faisant part de leurs pratiques, en nous donnant des éléments, eh bien, nous, on va pouvoir leur proposer des produits, des aménagements encore plus adaptés à leurs besoins. Aujourd'hui, vous évoquiez la question d'une population de randonneurs qui est effectivement pas forcément toujours très jeune, mais qui peut-être se rajeunit. Est-ce que justement, c'est ma question, est-ce que le digital, est-ce que l'amélioration de l'expérience au travers des topos digitaux permettent de faire venir de nouveaux pratiquants plus jeunes ou non expérimentés, parce que finalement le digital apporte un supplément interactif à la pratique et apporte aussi peut-être une réassurance, être accompagné par... C'est toujours plus facile de partir à l'aventure avec un GPS que de partir seul. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. Bon, sur l'âge, oui, il y a certainement un phénomène d'âge, et on le voit dans l'étude qu'on peut faire de nos clientèles. Oui, ceux qui prennent l'abonnement numérique sont a priori plus jeunes que ceux qui achètent le topo papier. Donc, oui, c'est clairement une réalité. Après, il y a aussi la réalité connexion-déconnexion. Ça a été mentionné aussi un peu ce matin. Alors, quand on part randonner, en général, c'est pour se couper justement un peu de toute cette vie ultra connectée. Et en même temps, quand on arrive au refuge le soir, le premier truc qu'on demande, c'est s'il y a de la Wi-Fi pour pouvoir envoyer ses photos à ses potes ou à sa famille. Donc, bon, tout ça est un peu paradoxal, et c'est avec tous ces éléments-là qu'il faut jouer et dont il faut tenir compte dans les offres que l'on fait aux pratiquants. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez un frein à l'utilisation de ces outils numériques par vos pratiquants, par vos randonneurs ? De frein, je ne pense pas. Peut-être de lisibilité dans l'offre, parce que c'est vrai que ces dernières années, il s'est développé beaucoup d'applis, beaucoup de sites, et que, oserais-je dire, qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, oui, c'est peut-être de bien expliquer quelle est cette offre numérique, ce que chaque outil apporte par rapport à celui d'à côté. Et à partir de là, non, c'est clairement une utilisation qui est en plein développement et qui ne se freinera pas, me semble-t-il, tout de suite. Aujourd'hui, les topos numériques proposés par la fédération, est-ce qu'ils ont un caractère un petit peu plus officiel, un petit peu plus sécurisant que les topos qu'on peut trouver sur Visorando, sans les opposer, mais simplement dire que ce sont des traces répertoriées? Alors effectivement, là, on se retrouve sur... on va dire il y a quasiment les deux extrêmes, c'est-à-dire que effectivement les itinéraires qui sont proposés par la fédération passent par un nombre de phases d'études, d'homologation, de labellisation, et puis surtout font l'objet d'une attention. Je parlais de ces fameux 8000 bénévoles qui régulièrement, tous les ans, les reparcourent, s'assurent de leur sécurité, du balisage, s'assurent du statut foncier des chemins, des territoires sur lesquels ils passent. Donc oui, quelque part, et c'est la force de notre fédération, c'est que cette offre d'itinéraire est une offre travaillée, est une offre entretenue. À l'autre extrémité, il y a monsieur Machin qui part en week-end, qui s'est fait une rando sympa, qui l'a enregistrée sur sa Monsunto, qui l'a envoyée, qui a envie de la partager. Elle est
probablement super sympa sa rando. Par contre, effectivement, est-elle sécure, notamment l'hiver ou bon, est-ce qu'il passe pas sur un terrain privé? Bon, donc. Oui, moi je suis là aussi à travers la fédération pour porter la valeur ajoutée de ce travail fédéral qui est fait autour des itinéraires et de leur qualité. En même temps, voilà, on ne peut pas ignorer aussi cette pratique spontanée, cette envie de se créer soi-même son itinéraire et de le proposer aux autres. Donc là encore, c'est une question de lisibilité. Parfois, on sait, on cherche, on veut faire un itinéraire homologué, labellisé, sécurisé, voilà. Parfois, on a conscience que oui, on va aller faire la rando proposée par un autre randonneur. Le tout est que le message et l'offre soient bien clairs. Dans cette même optique, est-ce qu'il y a un travail avec les territoires de manière à ce que la fédération est aussi consultée lorsqu'il y a des sentiers qui apparaissent comme ça, comme étant spontanément très fréquentés, très promus entre autres au travers des réseaux? Peut-être pour pouvoir l'encadrer, les territoires font appel à vous aussi pour dire est-ce que c'est vraiment un territoire qui est bien balisé, qui est bien reconnu, ou est-ce qu'il va falloir qu'on encadre son utilisation d'une certaine manière? Alors je dirais que nos comités régionaux et départementaux ne font que ça, travailler avec les territoires. Je sais qu'on a derrière leurs écrans à cette conférence ce matin des représentants de notre comité régional Aura et des comités départementaux qui le composent. C'est leur quotidien de travailler avec les territoires et effectivement de travailler à la construction de cette offre des territoires, à leur valorisation. Donc oui, normalement, quand tout va bien, quand naît un projet d'itinéraire, de schéma d'itinéraire, eh bien effectivement, les comités de la fédération sont des interlocuteurs privilégiés des territoires et des collectivités. Séverine Ikawick, merci beaucoup. On reviendra avec vous sur le rôle des fédérations et la manière dont vous accompagnez pratiquants et territoires. Alors, on va passer la parole à Guillaume Schwab, qui est aujourd'hui responsable des équipements sportifs et des sites de pratique à la Fédération française de cyclisme. Vous travaillez à la fédération depuis un certain nombre d'années. Vous avez vous gérez les sites de VTT et les sites de cyclo. Vous analysez les itinéraires de randonnée loisirs de manière à proposer une offre structurée à l'échelle de notre territoire. Très rapidement, la Fédération française de cyclisme en 1991 a créé un réseau de sites VTT. Aujourd'hui, c'est plus de 200 sites qui sont référencés, en incluant les grands itinéraires, les grandes traversées entre 5 et 15 jours. Aujourd'hui, votre objectif au travers de ce type d'outils, si j'ai bien compris lors de notre préparation de cette table ronde, c'était de faire grossir et de faire vivre ce réseau. C'est bien ça ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, l'objectif, comme on l'a dit, le réseau des sites VTT est quand même fort, parce qu'on a aujourd'hui 200 sites sur tout le territoire, donc un beau maillage du territoire. Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand Christophe Martinez, le pôle ressources, nous a évoqué ce beau projet, on a tout de suite sauté sur l'occasion, parce que c'est un moyen on y voit tout de suite l'opportunité de consolider ce réseau, d'avoir une meilleure connaissance du pratiquant, de ce qui se passe sur le terrain, et surtout d'avoir un meilleur retour terrain pour les collectivités. Parce qu'aujourd'hui, la vraie problématique qu'on a, c'est un vrai frein, c'est on peut dire qu'on est quasiment aveugle sur ce qui se passe vraiment sur les sentiers. Il existe des moyens de comptabiliser les parcours, les circuits, la fréquence avec des éco-compteurs par exemple, mais c'est vrai qu'on a quand même du mal à dire à une collectivité vous avez tant de passages aujourd'hui sur cette saison, etc. Donc ça, c'est quand même un frein pour continuer à développer ce réseau, et puis pour justifier entre guillemets une adhésion au label des sites VTT. Donc pour nous, c'est vraiment important pour consolider, continuer à améliorer le service sur le terrain. Comme l'a très bien dit tout à l'heure Christophe Martinez, ça peut nous permettre d'améliorer les offres de services qui vont être aménagées. Donc voilà, il y a tout cet ensemble de mieux comptabiliser, mieux connaître ce qui se passe sur le terrain, et surtout aider les collectivités à améliorer toujours leur offre sur leur circuit, pour ensuite continuer à faire en sorte que la pratique outdoor, qu'elle soit cyclo ou VTT, parce que c'est vrai qu'on a les deux volets, continue à progresser sur le territoire.
Alors c'est intéressant ce que vous nous dites parce qu'on a effectivement une différence de pratique, d'habitude de consommation sur le territoire. Autant les randonneurs, quand ils sont en itinérance, bon, ils peuvent partir avec leur tente et tout leur équipement sur le dos, mais ils vont rester dans des distances, on va dire, raisonnables, et donc ils vont avoir besoin de s'arrêter. Ils vont pas tous bivouaquer, ils vont aussi utiliser les hébergements. Ils vont pas forcément transporter l'intégralité de leur victuaille pour le séjour. Et de moins en moins. Sur le vélo, on a des gens qui parcourent plus de kilomètres, moins un visitorat qui est moins captif, et aujourd'hui on a effectivement beaucoup de territoires qui nous disent mais aujourd'hui à quoi bon mettre de l'argent dans le vélo, c'est un peu comme le Tour de France, la caravane passe, voilà, et puis s'en va. Vous avez déjà au travers des quelques outils que vous évoquiez comme les écompteurs, un moyen de dire aux gens regardez, il y a un nombre de passages, il y a une réalité économique, il y a quand même déjà une première utilisation de ces données en ce sens. Il y a effectivement déjà eu des premières études il y a 5-6 ans sur les retombées, notamment celles des grandes traversées, parce que c'est surtout sur ces grandes traversées, cette itinérance sur 5, 10, 15 jours, où là on a vraiment un impact financier pour les territoires, avec évidemment des chambres réservées dans des gîtes, etc., de la restauration. Donc là c'est surtout sur ce volet grande traversée, itinérance, qu'on a un vrai impact financier, économique pour les collectivités. Il faut reconnaître que c'est forcément moins vrai pour des cibles VTT, où on peut choisir son circuit, qui peut être une balade de 1 à 2 heures ou alors de 4 à 6 heures, mais effectivement on part sur la journée avec ses gels, ses sticks, sa gourde, etc. Donc il n'y a pas forcément de retombées directes. Mais voilà, pour les grandes itinérances, c'est un vrai, il y a une vraie problématique, il y a un vrai intérêt là-dessus. Justement, vous parliez du matériel. On sait que les cyclistes, les VTTistes sont des fondus de mécanique. Les randonneurs, ils viennent de plus en plus, randonnée léger et les trailers, on n'en parle même pas, sont des addicts du produit. Est-ce que dans le vélo, on sent plus d'appétence, plus de volonté d'utiliser des objets connectés, à commencer parce que ça fait depuis que les compteurs existent qu'on analyse le nombre de kilomètres qu'on fait à la journée, le dénivelé, bien avant que la randonnée s'y soit mis. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans le monde du vélo, tout ce qui est montre connectée, compteur, etc., ça se développe à une vitesse folle, et c'est de plus relayé par des applications comme Strava, où on a des coureurs professionnels qui sont dessus. Donc après, il y a tout un système de compétition, on peut se mesurer à des vrais champions. Donc il y a une vraie mouvance, il y a quelque chose qui s'est vraiment développé depuis 5-10 ans, et ça ne fait que s'amplifier. C'est plus vrai, il faut le reconnaître, sur la partie cyclosport, où quand on part sur la route, on a quasiment toujours un compteur GPS, une montre connectée, et ça se développe de plus en plus sur le VTT, où jusqu'ici on se basait essentiellement sur la balise qui était sur le terrain, la balise sur l'arbre, etc. Et aujourd'hui, voilà, les pratiquants téléchargent leur circuit en amont, préparent leur sortie en allant piocher les tracés GPX sur les différents sites, sur le nôtre également, et après le mettre sur leur montre GPS pour un guidage, et en avant, j'aurais dit. Alors j'ai trois petites questions pour tous les trois. N'hésitez pas à intervenir de manière spontanée, sans souci. Aujourd'hui, clairement, on l'a vu et vous l'avez évoqué à demi-mot, mais il y a un vrai retour sur investissement quand les utilisateurs génèrent de la donnée, que ce soit pour des marques, que ce soit pour des fédérations sportives. Comment inciter les pratiquants à randonner, à rouler encore plus connectés? Quels sont les moyens à votre disposition? Tous les moyens que nous avons de s'adresser à eux. Je pense que dans nos fédés ou dans nos entreprises, nous aussi on a les moyens connectés, donc via nos sites internet, via toutes les communications qu'on peut avoir. Et encore une fois, je pense que c'est effectivement donner du sens à cette démarche connectée. Alors ça va de la sécurité, c'est quand même rassurant. Alors ok, il y a des zones blanches, ça passe pas partout, mais enfin partir avec un smartphone, ça devient aussi un élément de sécurité. Je sais plus qui disait en souriant tout à l'heure, même quand on sait pas lire une carte, oui, effectivement, on est de plus en plus des populations urbaines qui avons perdu les codes d'accès
des codes d'accès à la nature, à savoir s'orienter, et les objets connectés sont de bonnes béquilles. Alors même s'il ne faut pas tout miser dessus, hein, parce que ça tombe en panne, ça n'a plus de batterie, enfin bon, voilà, mais ce sont à la fois donc des éléments qu'on peut lier à la sécurité. Je parlais des photos tout à l'heure, c'est aussi l'élément plaisir de garder trace, alors pas la trace GPS, pas que la trace GPS, mais aussi les photos, et c'est pouvoir partager, alors sa trace ou ses photos, avec d'autres, avec ses proches, mais avec le plus grand nombre. Et je crois que c'est tous ces éléments-là que nous les fédés, on peut véhiculer. Et puis encore une fois, sur le projet qui nous rassemble, montrer que c'est utile aussi à la collectivité que de pouvoir partager les traces qu'on a constituées. Noémie, en tant que marque, alors au-delà de la publicité, comment est-ce qu'on arrive à promouvoir encore plus l'utilisation de ces outils connectés ? Alors effectivement, comme vous le disiez bien, nous on a nos propres canaux aussi pour communiquer les avantages des objets connectés à notre communauté, nos propres canaux de communication, la publicité bien entendu. On s'appuie aussi beaucoup, forcément en tant qu'entreprise que marque, sur notre réseau de distributeurs également. Voilà, donc ça c'est un réseau aussi qui est très fort et qui nous permet vraiment de rayonner sur toute la France et sur différents types de pratiques sportives. Et effectivement, nous on va pousser plusieurs choses. L'intérêt des objets connectés, c'est, comme on le disait, la sécurité. C'est aussi la facilité, c'est-à-dire que nous, on va proposer des outils qui aident en fait à sortir facilement, à réaliser une activité facilement, sans trop se prendre la tête sur comment je m'organise, où est-ce que je vais aller, tiens, je suis en vacances dans tel coin, en fait, je vais regarder sur l'application Suunto, ça va me proposer des itinéraires que je vais pouvoir croiser peut-être avec ceux de la fédération de cyclisme ou de randonnée, pour pouvoir voir aussi où sont les refuges, etc., les points d'intérêt, et ça va être facile en fait. Et donc nous on promeut vraiment cet aspect-là, et c'est aussi en offrant des fonctionnalités assez variées aux produits, puisque je parlais de suivre ses performances, sa fréquence cardiaque, mais on a aussi des fonctionnalités, par exemple une fonctionnalité qui s'appelle Safe, qui nous permet d'être géolocalisé en cas de problème. Voilà, c'est ce genre d'outils qu'on met à disposition. Merci. Guillaume, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça ? Non, comme l'a très bien dit Séverine, je pense qu'effectivement, nous, avec les canaux de communication qu'on a à la fédération, et notamment les réseaux sociaux qui sont assez forts chez nous, il y a une vraie communauté, un vrai dynamisme sur ces réseaux sociaux. À partir du moment où on donne du sens, qu'on leur fait comprendre que c'est dans leur intérêt de partager leurs données, de faire remonter ces fameuses données sur la plateforme Outdoor Vision, forcément ça va adhérer. On aura beaucoup de retombées, de retours, que ce soit des traces GPX, également des photos. C'est vrai que c'est très important. Nous, on a fait une opération cet été sur Instagram, sur l'Instagram de la fédération. On a diffusé des photos des sites VTT, des grandes traversées. Ça a très bien marché. Donc voilà, c'est cet ensemble de données qui sont importantes pour valoriser le tout. Parfait, merci beaucoup à tous les trois. Hein. Je le rappelle, vous représentez Noémie, la marque Suunto, Guillaume, la fédération française du vélo, et puis Séverine Ikaoui, la fédération française de randonnée pédestre. Merci beaucoup pour votre participation. Restez avec moi, on va